Welcome dans ce nouvel épisode de Norden, je suis Perrine Burderon et aujourd'hui je vous amène au cœur de la vie des pays nordiques. Comme mentionné dans l'épisode de la semaine dernière, aujourd'hui on va parler un peu de travail pour continuer un peu dans le chapitre de venir s'installer en Suède. J'ai décidé de consacrer tout un épisode, alors il sera peut-être pas très long, sur le travail en Suède, comment ça se passe au niveau des horaires, comment trouver un travail, l'anglais est suffisant ou versus le suédois, et aussi le lien, la relation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et quand on a des enfants surtout. Et donc pour commencer, déjà je pense que la question principale que j'ai régulièrement c'est est-ce que l'anglais suffit? Alors ça va dépendre du secteur. Il faut savoir de manière générale, sans parler de travail, les gens ici parlent plutôt bien anglais. Je parle dans les grandes villes. Alors nous dans le sud de la Suède on a donc Lund et Malmö. La plupart des gens parlent anglais, c'est très très facile de juste vivre dans le pays avec l'anglais, d'aller faire ses courses, de l'administratif, en tout cas de s'installer avec l'anglais c'est suffisant. Stockholm c'est pareil, je pense que Göteborg ça doit être similaire. Après, plus vous allez aller dans les petites villes et un peu plus reculées, un peu moins centrales, bah là, ça va être de plus en plus difficile de trouver des gens qui parlent bien anglais ou en tout cas qui se débrouillent plutôt bien. Mais en tout cas, ça vous empêchera pas de vivre, ça vous empêchera pas de vous installer, c'est assez faisable. Ensuite, pour travailler, ça reste quand même autre chose. Si vous êtes dans un secteur international, dans des entreprises par exemple, là, l'anglais est suffisant. Peut-être qu'ils vous demanderont d'apprendre le suédois au fur et à mesure, mais en tout cas, pour pouvoir commencer, pour pouvoir travailler, dans la plupart des entreprises, dans la plupart des secteurs, l'anglais est suffisant. Après, si vous avez un métier qui a une relation avec le client, ou vous travaillez à l'hôpital par exemple, bah là, le suédois sera nécessaire, ou si vous êtes enseignant par exemple. Donc là, ça serait un peu plus compliqué et il faudra apprendre le suédois en amont, je pense. Ensuite, si vous arrivez en Suède, il faut savoir que ça peut être difficile de trouver du travail suivant le secteur, parce que en Suède, ça marche aussi beaucoup par le réseau. Donc si vous arrivez et vous n'avez pas beaucoup de réseau, ça peut être compliqué de vous faire une place dans l'entreprise versus une personne qui connaîtront déjà. Ce qui est en même temps un peu logique, c'est à peu près similaire aussi en France ou dans pas mal d'autres pays, mais ici quand même le réseau est très primordial parce qu'il privilégie aussi le bien-être et le fait de connaître la personne par rapport aux compétences. Par exemple, lors d'un interview, ils vont surtout axer, donc notamment aussi dans la lettre de motivation, ils vont beaucoup axer sur comment est la personne, comment la personne pourrait aussi se joindre à l'équipe actuelle, comment elle pourrait s'intégrer plutôt que quelles compétences elle a et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Alors bien sûr, c'est aussi important et c'est aussi un critère, mais ils vont d'abord aussi regarder, ils vont surtout regarder comment on est personnellement, et parce qu'ils veulent s'assurer que la personne s'intégrera bien dans l'équipe et que aussi l'équipe sera ok avec cette personne-là, qu'il y aura une bonne cohésion et que parce qu'ils considèrent que mieux la cohésion est et bah mieux on avance, mieux l'entreprise est productive. Et en fait, c'est bien pour tout le monde. Par exemple, lors des entretiens dans une entreprise, vous allez avoir un entretien, donc après la première sélection de CV, lettre de motivation, enfin des candidatures, vous allez avoir un entretien d'abord sur ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, et ensuite un autre entretien à qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, comment vous aimez travailler, et mais aussi qui vous êtes personnellement. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple, des horaires flexibles versus des horaires très stricts, pour être sûr que votre personnalité aussi s'intègre bien dans l'équipe. Et donc ça, c'est très important, et c'est à prendre en compte aussi, je pense, quand on commence à préparer des entretiens, commence à postuler, et qu'on comprend pourquoi des fois c'est compliqué de trouver du travail. Mais là encore, je pense que ça dépend aussi énormément du secteur. Moi, je suis dans la recherche scientifique, qui est aussi encore un milieu complètement à part, et mon conjoint est surtout dans l'ingénierie, et donc il n'a pas eu trop de mal à trouver du travail, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça pour son recrutement. Mais voilà, en tout cas, je sais que dans les mœurs et dans la façon de penser, c'est beaucoup plus comme ça, qui est quand même très différent par rapport en France, où en France on accentue beaucoup plus les compétences et ce qu'on peut apporter d'un point de vue technique à l'entreprise avant d'un point de vue personnel, même si c'est quand même pris en compte. Et après, pour trouver du travail, si vous n'arrivez pas et que vous n'avez pas déjà du travail, il y a
LinkedIn, je pense que surtout si vous êtes dans en entreprise. Il y a aussi beaucoup de sites. Alors, il y a les sites des entreprises directement. Hein, je sais pas, par exemple, vous venez pour Volvo. Je dis Volvo parce que c'est une grosse entreprise en Suède. Vous allez directement sur le site de Volvo, de la ville où vous voulez aller travailler. Et je suppose qu'ils ont des offres d'emploi. Mais il y a aussi beaucoup de sites qui regroupent plein d'entreprises. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu comme une communauté. Et donc, par exemple, nous, à Lund, il y a une grosse communauté où ils regroupent tous les laboratoires, les laboratoires privés dans le médical. Il y a aussi ensuite ça s'appelle Ideon Park. Il y a tout un centre, tout un parc où il y a toutes les entreprises de la tech, de la recherche scientifique et qui sont ensemble. Et donc, c'est toute une communauté. Et donc là, je pense qu'il y a à peu près pareil dans chaque ville. Et vous pouvez aussi aller regarder sur ces sites-là directement pour aller voir les offres d'emploi, les événements qu'ils font, les entreprises qui existent dans la ville correspondante. Après, pour en dehors de ces secteurs-là, je ne connais pas forcément, mais je pense que pareil, il faut aller contacter directement les personnes. N'hésitez pas, si vous travaillez dans la restauration, si dans le tourisme, allez contacter directement les personnes. Mais si votre objectif est vraiment de vous installer en Suède et de venir travailler, vous pouvez aussi vous inscrire sur Arbetsförmedling. Donc j'en ai parlé la semaine dernière, c'est là où on s'inscrit, où il y a c'est un peu le France Travail français, où du coup vous inscrivez, vous allez être en lien avec un conseiller, il va vous envoyer les offres d'emploi, vous allez avoir les offres d'emploi sur le site, peut-être des événements, des formations aussi si vous avez besoin. Donc là, ça peut aider énormément. Mais je crois, comme j'en parlais la semaine dernière, où il faut le Bank ID, je pense qu'il faut dans tous les cas le Bank ID pour pouvoir s'inscrire sur Arbetsförmedling. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est à connaître. En tout cas, si vous arrivez, c'est à connaître. Après, si vous venez en tant qu'étudiant, je pense que l'anglais est largement suffisant. Et là, donc, il y a l'Erasmus, il y a énormément d'étudiants internationaux en Suède. Alors, nous, surtout dans le sud, je pense que Stockholm, c'est pareil. Il y a énormément d'étudiants internationaux, donc vous trouverez aussi facilement d'autres personnes, d'autres Français, je pense, des communautés étudiantes voilà, vous vous sentirez pas seul en tout cas. Et après, pareil, ça, trouver un stage ou venir travailler pour un stage et tout cela dépendra du secteur et il vaudrait mieux s'orienter auprès de vos universités, de vos écoles pour savoir comment ça se passe parce que je pense que ça varie énormément. Mais il y a énormément d'étudiants et ça bouge énormément. En tout cas, nous, on est proche de l'université de Lund et c'est une grosse université et voilà, en tout cas, il y a énormément de mouvements et l'anglais est à 95% utilisé, donc c'est pas gênant. Je dis ça parce que comparé en France, où des fois les étrangers viennent en France et ils doivent quand même parler français parce que c'est un peu plus compliqué. Ici, franchement, c'est pas gênant. Tous les jeunes parlent anglais et donc c'est assez facile de s'intégrer. Concernant le salaire, alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de salaire minimum comme en France qui est assez strict. Cela va dépendre en fait des secteurs parce que les entreprises marchent beaucoup par secteur, un peu comme je disais avec les communautés ensemble. Et donc, c'est ces secteurs-là qui décident un peu des règles. Et donc, ça varie, alors en euros, entre 1400 et 2300 euros. Ça, c'est pour le salaire minimum. Il faut savoir que les salaires sont plus élevés, mais la vie est aussi un petit peu plus chère. Bien que j'ai l'impression nous, personnellement, on a quand même une meilleure qualité de vie en Suède qu'en France, que ce qu'on avait en France. Mais voilà, en tout cas, les salaires sont un peu plus élevés. Et donc, généralement, le salaire moyen brut, ça serait aux alentours entre 40 000 couronnes, ce qui fait à peu près 3 800 euros brut. Et il faut aussi prendre en compte que la Suède est énormément taxée. Généralement, c'est entre 40%. Enfin, ça dépend pareil, le salaire et ça dépend du secteur. Ça dépend du salaire, mais c'est entre 30 et 45% de taxes. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte quand on vous annonce un salaire brut. Regardez à combien vous allez être taxé derrière et aussi où est-ce que vous habitez. Parce qu'un 40 000 couronnes par mois dans le sud de la Suède n'est pas le même qu'un 40 000 couronnes à Stockholm. Donc voilà, bien faire attention à ça, mais ça c'est pareil dans tous les pays et en France c'est pareil, pour un salaire à Paris n'est pas le même qu'un salaire en banlieue. Mais voilà, un salaire moyen, généralement, c'est 40 000 couronnes. Donc, généralement, net, c'est 30 000 couronnes. Entre 30 et 35 000 couronnes. Là, on est bien. C'est plutôt agréable. On peut quand même vivre normalement, profiter. Après, tout ça, ça dépend aussi si vous voulez vivre en appartement ou en maison, et si vous voulez vivre en ville ou
petit peu expatrié. Parce que par exemple, je dis ça parce que si vous voulez vraiment un appartement en ville, ça peut vite être cher. Ça peut vite être 15 000 couronnes, donc la moitié du salaire pour un appartement, je dis ça, un T1, T2. Et des fois, il faut juste changer de ville dans le petit village à côté qui est pas très loin. Donc, et là, vous allez tout de suite descendre à 8 000, 9 000 couronnes. Et vous êtes à 15 minutes du centre-ville, par exemple. Je dis ça dans ce que je connais. Mais donc voilà, faut bien regarder où est-ce que vous voulez vivre, parce que des fois, ça peut vite diminuer, même en vous expatriant un petit peu. Parce qu'en France, par exemple, quand on veut vraiment diminuer, on doit bouger et on vit pas vraiment en ville. Mais c'est loin après d'aller en centre-ville, d'aller au travail. Mais ici, les villes sont pas très grandes. Donc en fait, c'est très facile de s'expatrier, d'aller un petit peu en campagne, d'avoir quelque chose de moins cher, potentiellement une maison, et après d'aller travailler en centre-ville. C'est très facile. Donc, et ça, je pense que c'est pareil pour pas mal de villes. Stockholm est un peu plus grand, donc peut-être un peu plus différent, plus cher aussi. Mais voilà, en tout cas, généralement, les salaires sont quand même un peu plus élevés. Nous, moi, mon salaire en tant que chercheur, en France, généralement, c'est 2000-2005. Moi, j'étais à 3002. C'est pour ça que je réfléchis, je convertis. Ouais, j'étais à 2008 en euros. 2008, 3000 en euros. Donc, mais bon, la vie est un petit peu plus chère, mais bon, je trouve que quand même l'équilibre est un peu mieux, enfin, d'un point de vue personnel. Donc voilà, donc pareil, c'est aussi à prendre en compte quand on vous annonce le salaire. Moi, la première fois, on m'a dit oui, voilà, bon, tu seras à 30 200 couronnes. Et moi, je pensais qu'elle parlait à l'année. Et elle a dit 30 200 et moi je pensais qu'elle parlait à l'année. Et j'étais là genre ok, je prends mes notes et j'étais là genre ok, donc c'est ça le salaire. Et là après je réfléchis et en fait elle me dit oui, donc voilà, ça sera chaque mois, tout ça. Et là je comprenais pas, je me suis dit mais je peux pas être payée 30 000 euros par mois. Mais non, en fait c'est en couronne. Donc à ne pas oublier si un jour vous faites un interview. Bon ça va, ça c'est passé inaperçu que j'étais un peu confuse. Mais voilà, ça vous évitera de passer un peu pour un ignorant ou d'être complètement perdu, ce qui aurait pas été très grave. Hein. Mais voilà, c'est à savoir quand même avant. Et c'est vrai que ça fait bizarre quand on parle en 10 000, 30 000 couronnes. Ça nous, ça fait des chiffres faramineux. Mais non, après, il faut juste diviser par 11. 10, 11 suivant le taux de change et vous aurez le salaire en euros. Ensuite, si jamais vous avez travaillé en France et que vous arrivez en Suède pour trouver du travail, vous êtes au chômage, je crois que vous pouvez déplacer votre chômage, en tout cas continuer de toucher votre chômage le temps de trouver du travail. Si jamais vous avez travaillé en Suède, je pense que vous êtes au courant, mais c'est aussi à savoir, il y a parce que je ne le savais pas avant, il y a pas très longtemps, parce qu'en fait on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, nous, on nous en a pas trop parlé. C'est la caisse d'allocation au chômage. Donc, si jamais vous avez un contrat de 1 ou 2 ans, ensuite vous allez donc potentiellement toucher le chômage. Et en fait, ça va être dépendre. C'est pas comme en France où on a une caisse d'allocation au chômage. Ici, ça va dépendre de votre secteur. Secteur de recherche, secteur de restauration, par exemple. Et vous allez dépendre de vous être rattaché à votre caisse d'allocation chômage. Mais pour la toucher, il faut d'abord cotiser en fait à cette caisse d'allocation chômage. Donc même si en plus vous payez des impôts et vous avez travaillé pendant 1-2 ans avec un bon salaire, et ben si vous n'avez pas cotisé à cette caisse, et ben vous ne toucherez pas de chômage. Et ça, c'est à savoir parce que des fois, il y a des caisses qui demandent d'avoir cotisé pendant au moins 1 an avant de toucher le chômage. Et donc, alors ça dépend, je crois, les montants, mais c'est autour de 100 couronnes, donc 10 euros par mois. Donc, ce qui n'est pas faramineux pour après, si jamais, pour toucher le chômage et avoir un vrai salaire derrière. Mais quand même, c'est toujours 10 euros par mois à mettre de côté, en plus qu'on paye les taxes. C'est quand même à prendre en compte. Et puis c'est à savoir, c'est-à-dire que si vous arrivez en Suède, vous trouvez du travail, si jamais c'est votre objectif et que vous voulez cotisez dès le début. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir toucher derrière votre chômage. Et donc, dans ce que j'ai compris, la plupart des Suédois, en fait, juste cotisent tout le temps de leur vie. Ils cotisent tout le temps, comme ça, si le jour ils perdent leur travail, ils sont sûrs d'avoir un chômage. C'est quelque chose qu'on n'en pense pas du tout en France. En France, en fait, on cotise via nos impôts et du coup, dès qu'on n'a plus de travail, si on a travaillé un suffisant un certain temps, eh ben, on va toucher le chômage. Non, ici, il faut cotiser à une caisse particulière. Et donc, ça s'appelle Kassa, en A-Kassa, en suédois. Au niveau des horaires, donc là, on a parlé du salaire, de comment trouver du travail, mais aussi au niveau des horaires, c'est assez différent aussi par rapport à la France, où alors, les Suédois travaillent toujours sur un 40 heures. Pareil, je pense que ça... Alors, comme d'hab, ça dépend du secteur, ça dépend du contrat, mais en moyenne, c'est 40 heures par semaine. Mais ils finissent beaucoup plus tôt, parce que alors déjà, ils commencent plus tôt de manière générale. Généralement, c'est plus vers 8 heures, alors qu'en France, ça va être
La plupart, c'est peut-être plus 8h30, 9h. Là, ça va être plus 8h, voire même plus tôt si vous êtes en horaire flexible. Il y en a beaucoup qui commencent à 7h, 7h30 pour pouvoir justement finir plus tôt. La pause repas est beaucoup plus courte. En France, des fois, on a 1h à 2h. Ici, c'est une demi-heure, voire 1 heure, mais 1 heure grand max. Il y en a certains même qui mangent vraiment rapidement. Ils mangent pas vraiment en groupe. Enfin, ça va vraiment dépendre, mais c'est vraiment 1 heure très grand max. Et plus une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite, ils vont plus finir vers 16h, 17h, grand max aussi. Franchement, déjà 17h, c'est tard pour finir à 17h. Ouais, ceux qui finissent à 17h, c'est tard. Je le vois bien quand je vais chercher mon enfant à 16h à la Force Kula. Et il n'y a plus personne. Et la plupart des enfants sont partis, il reste plus grand monde. Donc je vois bien, et l'heure de pointe, généralement, c'est vers 4h. Donc les Suédois, ils vont plus faire un 8h, 16h, et avec une pause beaucoup plus courte dans la journée, mais parce qu'en fait, ils font aussi plus de pauses dans la journée. Enfin, ils vont faire des ficas dans la journée. Donc ça, je vous ramène à réécouter un autre épisode où j'en parlais, où c'est un peu la pause café. Et donc là, ils vont en faire beaucoup plus dans la journée, ou peut-être une fois par semaine, où là, il y a la grosse pause fika, plutôt que vraiment la grosse pause repas, parce qu'ils n'ont pas non plus la culture de partager le repas comme nous, on s'assoit, on discute tous ensemble et on mange. Eux, ça va être plus pour le fika. Et donc, ouais, donc les horaires sont un peu plus... c'est ok de finir plus tôt. C'est même normal parce que, par exemple, dans les contrats, ils indiquent... Alors moi, dans mon contrat, il y avait indiqué que je m'engageais à être suffisamment productive, à travailler, mais que mon employeur s'engageait aussi à ne pas trop me donner de travail pour que je puisse avoir un bon équilibre vie de famille, vie pro. Et ça, c'était dans mon contrat de travail. Donc, c'est-à-dire que si derrière vous avez un souci ou on vous en demande trop, vous pouvez vous plaindre parce que c'est dans le contrat, vous n'avez pas à trop travailler. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Ça va pas forcément être bien vu parce que ça veut dire que vous négligez votre vie de famille si vous avez des enfants ou si vous avez une famille. Si vous êtes, je sais pas, si en tout cas si vous n'avez pas et que vous voulez faire des gros horaires, personne ne va vous en empêcher. Mais ça va pas forcément être bien vu, contrairement à en France où ça va être bien vu de faire des heures sup, de beaucoup travailler, d'être très impliqué. Ici, c'est non, faut être impliqué dans ton temps, sois productif dans ton temps de travail. Si tu travailles trop, c'est peut-être aussi que des fois, tu n'as pas été trop productive ou que justement, tu as beaucoup trop de tâches et que c'est pas normal. Si tu dois faire beaucoup d'heures sup chaque jour, ça veut dire que tu as beaucoup trop de missions et ça veut dire qu'il faudrait qu'ils emploient une autre personne en fait. Ça veut dire que tu ne peux pas faire tout le travail ou alors que tu n'es pas productif. Là, voilà, en tout cas, c'est plus un peu cette vision des choses-là. Ils sont aussi vachement à cheval sur le bien-être de l'employé au travail. Il y a beaucoup de team building où pas autre que savoir développer ses compétences techniques, mais aussi développer ses compétences sociales, savoir s'intégrer, et être sûr que ça se passe bien. Ils demandent souvent, des fois on a même des rendez-vous en one-to-one avec le chef pour savoir si en fait on est bien, si on est à l'aise, si tout se passe bien, si on n'a pas de problème particulier. Enfin voilà, ils sont vraiment très à cheval sur la santé mentale et le bien-être au travail. Et le fait aussi de finir tôt pour pouvoir aller s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, passer du temps, parce qu'ils considèrent que la vie de famille passe avant la vie de travail, c'est aussi important pour eux. Mais sinon, après, au niveau des horaires, c'est 8h, 16h, 17h, on va dire dans une entreprise classique. Voilà, 8, 9h, 16, 17h, en entreprise classique. Mais franchement, 17h grand max, quoi. Le 18h, c'est très rare. Et par exemple, pour les boutiques, vous êtes peut-être en train de vous dire, voilà, pour les boutiques, faire les magasins ou autres. En fait, tout ce qui est magasin de première nécessité, ça ouvre très tard. Donc, bon, pour le coup, les gens qui y travaillent n'ont pas les mêmes horaires. Mais ça ouvre jusqu'à 21h, voire 23h, suivant le magasin, suivant la grande surface. Donc ça ouvre très très tard parce que c'est des magasins de nécessité et c'est ouvert toute l'année, enfin toute la semaine, de lundi à dimanche. Peut-être en horaire un peu plus restreinte le week-end, mais c'est ouvert. Ça, c'est pour les trucs de première nécessité. Ensuite, tout ce qui n'est pas première nécessité, donc magasin de vêtements, magasin de chaussures, autres, là, c'est pas ouvert le dimanche. Pour la plupart, mais je pense qu'il y en a qui ouvrent le dimanche. Et ça ferme tôt, ça ferme à 18h. Alors, ça paraît tard, mais en France, il me semble que les magasins sont ouverts beaucoup plus tard. Moi, je m'étais fait avoir une fois où je m'étais même allée à 17h. Et en fait, les portes étaient fermées et c'était fini, quoi. Donc c'est aussi pour ça, en fait, les gens finissent plus tôt, mais aussi les magasins, dans tout cas, la vie finit plus tôt. Donc en fait, ils sont juste en horaire décalé par rapport à nous, à notre rythme français.
Et par contre, c'est pareil, si vous voulez un rendez-vous médical ou autre, il n'y a pas le soir. Les médecins ne travaillent pas. Enfin, ceux qui sont pas en urgence ou en service à l'hôpital, ceux qui sont en libéral, ne travaillent pas après. Alors, peut-être, j'en fais peut-être une généralité, mais en tout cas, ils ont des horaires corrects et ils ne finissent pas tard. Mais pourquoi ? Parce que la société fait aussi que déjà on finit plus tôt, donc on peut aller au rendez-vous juste après, et que c'est aussi tout à fait ok de quitter son travail pour aller à un rendez-vous médical. Suivant le secteur, bien sûr que si vous êtes dans la restauration ou en service client, vous pouvez pas dire désolé, je reviens, je vais à mon rendez-vous. Mais suivant le secteur, en entreprise par exemple, ça va tout à fait être ok de dire là je dois partir 1 heure, j'ai mon rendez-vous, je reviens, et puis au pire je finis plus tard. Ou je dois m'absenter cet après-midi, je pose mon jour d'enfant malade ou autre parce que j'ai un rendez-vous médical pour mon enfant ou voilà autre. C'est tout à fait acté dans la société et c'est tout à fait normal. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de rendez-vous hors créneau de travail, quoi. Et ça, faut aussi faire au début, c'est une orga, par exemple, je dis ça, c'est plus de penser que les magasins vont fermer tôt, qui ne sont pas de première nécessité, que ça ferme tôt. Moi, je me faisais souvent avoir, des fois, en me disant, putain, faut que j'aille acheter ça, par exemple. J'y allais et le nombre de fois où je me suis retrouvée devant la porte fermée parce que j'oubliais et que pour moi, c'est logique, après 17h, c'est encore ouvert. Et alors que par contre, à l'inverse, c'est vraiment agréable de se dire le week-end, quand t'as pas le temps la semaine, de faire tes courses, ou même le soir, en fait, tu finis à 17h, tu vas aller faire ton sport, et après tu dois aller faire tes courses, acheter à manger, ou même il te manque un truc, et tu peux aller acheter à manger, quoi. Les magasins sont ouverts. Et ça, pareil, que ça soit le samedi et dimanche, comme ça, t'as pas besoin de courir le samedi, aller faire tes courses, et en fait, il y a du monde, parce que tout le monde doit faire ses courses le samedi, parce que ils ont pas le temps la semaine, et c'est fermé le dimanche. Non, en fait, là, c'est ouvert tout le temps, et du coup, ça te permet d'aller faire tes courses quand tu veux, et donc, il y a pas non plus trop de monde. Et après, j'avais eu l'argument aussi, ceux qui aiment pas aller le dimanche, parce que le dimanche, c'est pas bien de faire travailler les gens le dimanche. Je pense que c'est qu'ici, il y a une autre mentalité. En fait, pourquoi ça serait pas bien le dimanche plus qu'un autre jour? Parce qu'ici, ils considèrent pas plus le dimanche un jour de repos versus le samedi, par exemple. Parce que nous, on considère vraiment le dimanche c'est sacré, c'est censé se reposer, le dimanche c'est pour la famille, mais parce que la semaine on finit tard, qu'on n'a pas forcément le temps de passer du temps avec les enfants, et que c'est le jour où on veut profiter. Et en fait, ici, vu qu'ils profitent toute la semaine, y a pas le dimanche n'est pas non plus un jour sacré où on doit vraiment rien faire et profiter, en fait. Et ils trouvent même bizarre quand on va en France et que tout est fermé, et que ils sont là genre, mais en fait, vous faites quoi le dimanche? Tout est fermé, il y a rien à faire. Et parce que nous, on est le dimanche, c'est en famille, on profite, on est là à se reposer. Et ici, non, ils trouvent ça bizarre parce que justement le dimanche c'est un jour actif comme le samedi. Après, des fois ça va fermer plus tôt, mais ça permet de donner du travail à beaucoup d'étudiants aussi, ça leur permet de travailler le week-end, ou même à des gens de travailler en décalé, de travailler le week-end et puis de s'occuper de leurs enfants la semaine, ou inversement. Donc la mentalité est un peu différente, et c'est vrai que pourquoi en fait pas travailler le dimanche versus un autre jour? Pourquoi le dimanche on le met sur un jour sacré par rapport à un autre jour? Et puis alors j'ai un peu divagué, mais concernant les jours de congé au niveau du travail, c'est un peu comme en France, il y a 25 jours, voire 30 jours pour certaines entreprises donnent 30 jours. Il y a donc il y a quand même pas mal de RTT, plus certaines entreprises, on peut cumuler des jours, des heures, on peut cumuler des heures par jour en fait. Moi, mon conjoint cumule je sais pas combien d'heures par jour, peut-être 1 heure, je sais pas. Et en fait, à terme, vous avez des jours de congé cumulés. Et il y a 13 jours fériés. Donc voilà. Donc je pense qu'en vrai, c'est à peu près quand même similaire à la France. J'ai l'impression qu'il y a quand même un tout petit peu plus de jours de congé. Et par contre, il y a beaucoup plus de jours de congés parentaux. Et là, alors pareil, ça sera tout un autre sujet, mais je vais faire rapidement. On a 480 jours. Donc à deux, en fait chacun on a 240 jours, mais tous ces jours-là ne sont pas super bien payés non plus, donc mais ça reste des jours-là, on les a pour s'occuper de notre enfant, parce que la première année il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de nourrice, on doit s'occuper de son enfant. Et voilà, et donc ça aussi c'est intégré dans les entreprises, c'est normal, c'est la base que alors souvent c'est les femmes qui partent 10 mois et les hommes prennent un peu le reste. Mais si l'homme doit s'absenter 6 mois, parce que nous, par exemple, on fait 6 mois, 6 mois, c'est moite-moite, l'égalité.
Et en fait, c'était tout à fait OK. Moi, je suis partie 6 mois. Mon conjoint, quand il a annoncé qu'il s'en allait 6 mois, c'est comme ça, en fait, c'est OK et il y a pas de souci et en fait, tout est repensé pour et c'est même plus facile parce que ça permet de remplacer la personne dans ce temps-là. Quand on s'absente un long moment, ça permet de vraiment remplacer cette personne, d'avoir 1 ou 2 mois de formation et après de la remplacer pendant le temps de congé parental. Donc ça, c'est pour l'entreprise, ça permet de remplacer. Parce que pour quand on s'absente 2-3 mois, on n'a pas le temps de remplacer, le temps de former la nouvelle personne. L'autre revient déjà de son congé parental. Maternité. Et pareil pour les hommes, en fait. Après 1 mois de congé, on n'a pas le temps de remplacer. Et en fait, ça permet aussi pour les gens, nous déjà, de ne pas être stressés, de se dire, ouais, je dois m'absenter, on va me remplacer. Enfin, ça va être mal vu de dire que je dois m'absenter autant. On n'est pas stressé parce que l'enfant doit retourner à la nourrice alors qu'il est encore tout petit bébé. Et en plus, ça permet aussi à des personnes qui cherchent des postes vacants de faire des postes par-ci par-là de 6 mois, 1 an dans certaines entreprises. Et des fois, ça mène à un contrat. Il y a dans les entreprises, j'ai vu donc des personnes qui étaient embauchées pour remplacer un congé parental. Et en fait, à terme, cette personne-là avait été embauchée pour un autre poste. Donc voilà, c'est tout un système qui est fait et en fait, c'est tout à fait intégré dans la société et dans le monde du travail. Chose qu'en France, quand on part en congé maternité, je parle surtout des fois, c'est pas forcément encore trop bien vu. Normalement, ça devrait, mais bon. Alors qu'ici, si la femme s'absente 10 mois, 1 an, c'est même normal parce que elle doit s'occuper de... Enfin, elle doit. Bah oui, en fait, elle a fait un enfant, c'est à elle de s'occuper de son enfant. C'est pas à une personne tierce de s'en occuper. On fait l'enfant, c'est notre responsabilité, c'est à nous de s'en occuper, c'est à nous de l'éduquer. Enfin, je vais m'arrêter sur ce sujet-là parce que ça sera un sujet d'un autre podcast et sinon je pourrais en reparler encore. Donc j'en parlerai un peu plus en détail de comment ça marche les congés parentaux, voilà, la première année, qu'est-ce qui se passe après, la forge Kula, donc voilà, je reviendrai en détail. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça, c'est vraiment très très bien intégré dans la société, quoi. En tout cas, j'ai fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié, j'ai beaucoup plus parlé que pour d'autres épisodes, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous donne peut-être envie de venir travailler en Suède. En tout cas, j'espère que ça va vous aider si c'est votre projet. J'espère que ça vous aide aussi un peu plus à comprendre la culture suédoise. Là, c'était vraiment axé sur la Suède parce que je ne connais pas du tout comment ça se passe en Finlande, en Norvège ou au Danemark, par exemple. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Hej då!